Bonjour à toutes et à tous. Donc nous voilà réunis ce soir pour le deuxième numéro du séminaire Perspectives transaméricaines. Je vous le rappelle, c'est un séminaire issu d'un partenariat entre l'Institut des Amériques et l'ENS qui nous réunit une fois par mois autour d'une thématique transaméricaine dans une logique pluridisciplinaire. Jusqu'à présent, nous avions l'habitude de nous réunir dans les locaux de l'ENS. Depuis le mois dernier, nous avons commencé cet échange scientifique autour d'un webinaire. Donc, j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir trois collègues qui avaient déjà répondu présent lors de l'année universitaire précédente, mais qui n'avaient pu aller au bout de ce séminaire en raison de la pandémie. Donc, c'est un très grand plaisir de voir cet échange se concrétiser ce soir. Je me contenterai de faire une introduction pour, en particulier, rappeler le parcours de Marie-Jeanne Rossignol, qui était à l'initiative de cette rencontre de scientifiques de ce soir. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent son parcours. Je vais simplement en rappeler quelques éléments. Marie-Jeanne Rossignol est professeure d'études américaines à l'Université de Paris. C'est une spécialiste éminemment reconnue des États-Unis qui travaille sur leur période de formation, c'est-à-dire la période qui court de la Révolution à la guerre de sécession. Vous la connaissez certainement pour son ouvrage sur le ferment nationaliste, mais ce qui nous réunit ce soir, c'est les travaux qu'il occupe depuis une vingtaine d'années sur l'histoire de l'anti-esclavagisme, qui ont donné lieu à de belles publications, notamment avec Claire Parfait, autour d'une collection Récits d'esclaves aux presses de Rouen et du Havre, mais aussi en 2012, l'édition savante du récit de l'ancien esclave William Brown, toujours avec Claire Parfait. Et puis les deux ouvrages qu'elle a copubliés avec Bertrand von Runebeck autour de l'abolitionniste Anthony Benezet. Donc parmi ces travaux plus récents, je citerai évidemment cette histoire de l'anti-esclavagisme aux États-Unis, qui vient de finir et de déposer aux éditions Siresque Cartala, et puis cette anthologie des intellectuels africains-américains sur une longue durée qui va du XVIIIe siècle au XIXe siècle, qui va être une anthologie très certainement qui va devenir une référence. Donc je ne serai pas plus longue pour permettre à nos collègues d'échanger sur cette question, et je donne la parole à la coordinatrice. Merci beaucoup Hélène. Merci de l'organisation de ce séminaire. Merci à toute l'équipe technique qui est derrière toi. Et je voulais en particulier remercier les deux collègues que j'ai sollicités depuis longtemps maintenant, et nous pouvons enfin nous réunir après le report de cette manifestation. Charlotte de Castelnau-l'Étoile et Cécile Vidal. Alors nous sommes en particulier réunis à l'occasion de la sortie d'ouvrages importants sur l'esclavage, l'un au Brésil, c'est celui de Charlotte, et l'autre à la Nouvelle-Orléans de la part de Cécile Vidal. Et je vais donc un petit peu organiser les choses de la façon suivante, c'est-à-dire que je vais présenter nos collègues sous l'angle de leurs derniers travaux, puis leur poser trois questions, d'abord une par une, et ensuite elles pourront y répondre chacune à leur tour pendant 5 à 7 minutes. Et une fois que ces trois questions seront arrivées à leur terme, qu'elles y auront apporté réponse, eh bien, nous pourrons prendre des questions de la salle. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une brève présentation de Charlotte de Castelnau-l'Étoile, qui est une ancienne élève de l'ENS. Elle est agrégée d'histoire et actuellement professeure d'histoire moderne à l'Université de Paris. Elle est membre du laboratoire Identité, Culture, Territoire, ICT. Elle travaille sur le catholicisme extra-européen à l'époque moderne, sur la société coloniale brésilienne et sur les rapports entre évangélisation et esclavage. Elle a été membre de l'École française de Rome et professeure invitée à l'Université fédérale Fluminense de Rio de Janeiro. Récemment, elle a publié 2 ouvrages, l'un « Un catholicisme colonial, le mariage des Indiens et des esclaves au Brésil » qui est sorti au PUF en 2019. Mais ce n'est pas directement de celui-ci que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler d'un ouvrage plus
différent, plus, comment dire, axé sur une étude de cas, finalement, un petit peu à l'anglo-américaine, qui s'appelle Pascoa et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle, qui est sortie également au PUF en 2019. Et Charlotte est membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Nous écouterons donc aussi présenter son travail Cécile Vidal, qui est donc une collègue aussi que je connais depuis maintenant très longtemps. Elle est directrice d'études à l'EHESS. Ses recherches portent sur l'histoire sociale des mondes coloniaux, de la traite des esclaves et de l'esclavage dans les mondes atlantiques du XVIe siècle au XIXe siècle. Outre l'histoire de l'Amérique française, c'est une sorte de best-seller pour lequel Cécile est bien connue, qui a été coécrit avec Gilles Havard. Elle est l'autrice de ce qui nous rassemble ce soir, c'est-à-dire Caribbean New Orleans, Empire Race and the Making of a Slave Society, qui est sorti en 2019. Elle est aussi l'éditrice ou coéditrice de 10 ouvrages collectifs ou numéros spéciaux de revues, dont New Orleans, Louisiana and Saint Louis, Senegal, Mirror Cities in the Atlantic World, 1659-2000, sorti en 2019 également, et une histoire sociale du Nouveau Monde, apparaître aux éditions de l'EHESS en avril 2021. En ce moment, elle achève la coédition et la corédaction d'une histoire mondiale des esclavages qui doit paraître au Seuil à l'automne 2021. Parallèlement, elle travaille à un projet de recherche sur le suicide, la traite et les esclavages dans les mondes atlantiques français et britanniques au XVIIIe siècle et XIXe siècle. Alors, un dernier petit mot avant que je pose ma première question. Ces deux ouvrages sont des ouvrages primés. Il se trouve que l'ouvrage de Charlotte a reçu au rendez-vous de l'histoire le prix lycéen du livre d'histoire et le livre de Cécile a reçu le prix de deux associations conjointes qui s'appellent le prix SAES-AFEA, donc la Société des Anglicistes et la Société des Américanistes du Nord. Elle a aussi reçu le prix Lionel Groulx de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Donc voilà deux ouvrages qui font déjà date dans l'historiographie française de l'esclavage atlantique et de l'esclavage toujours. Alors, ce que je vais vous demander tout d'abord, c'est une question donc très générale. Vous posez la question suivante. Pourriez-vous nous présenter ces ouvrages dans leurs grandes lignes, dans un premier temps, afin de rappeler au public et à l'ensemble des personnes connectées en quoi ces ouvrages sont originaux, particuliers, importants. Le public ne peut pas être totalement ignorant puisque nous avons mis en ligne des comptes rendus, mais je pense que, comme tout le monde n'a pas obligatoirement lu les deux livres, ça pourrait être une bonne idée de commencer par cette présentation générale, chacune en 5-7 minutes, donc on commence par Charlotte peut-être. D'accord, merci Marie-Jeanne. Bon, donc je préciserai peut-être dès le départ que je suis une spécialiste d'histoire religieuse et que donc mes premiers travaux portent sur l'histoire missionnaire du Brésil et sur le dialogue entre Rome et une chrétienté d'outre-mer, sur la construction d'un catholicisme colonial. Et au fur et à mesure de mon travail sur cette question du catholicisme, je me suis rendu compte que la question de l'esclavage était centrale au Brésil. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre les images, mais le Brésil a reçu 4 ou 5 millions d'esclaves pendant la période de la traite sur les 12 ou 13 millions d'esclaves qui ont traversé l'Atlantique. Et l'histoire de l'esclavage au Brésil est extrêmement longue, puisque les premiers esclaves arrivent à Pernambouc en 1530, africains, et les premiers esclaves africains, et l'esclavage est aboli au Brésil en 1888. Donc l'esclavage est véritablement massif dans l'histoire de l'Amérique portugaise, un esclavage à la fois qui concerne les Indiens et qui concerne les Africains. Donc, au fond, progressivement, la question que je me suis donnée dans mes travaux a été comment se construit une société esclavagiste catholique. Et pour ce faire, j'ai utilisé beaucoup de sources ecclésiastiques de différentes sortes,
Et au bout d'un certain temps, notamment lors de mon séjour au Brésil en 2010-2011, j'ai travaillé sur des sources judiciaires, des procès ecclésiastiques de mariage d'esclaves. Et je me suis intéressée à la manière dont la question du mariage posait pour moi des questions essentielles dans l'histoire de l'esclavage, parce qu'elle pose la question, j'y reviendrai sans doute, du consentement. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait consentement libre des conjoints, et les esclaves à qui toute liberté était refusée, qui étaient considérés comme des marchandises, avaient le droit de se marier dans la société catholique. Et donc pour moi, c'était intéressant d'examiner le mariage des esclaves, à la fois pour voir comment les institutions traitaient ce problème, mais aussi pour voir comment les esclaves avaient eux-mêmes agi autour du mariage et autour des droits que leur conférait cette Église catholique qui leur accordait la possibilité de se marier. Donc, le livre « Un catholicisme colonial » raconte cette construction d'une société coloniale catholique. Lorsque j'ai eu fini ce travail, il me semblait qu'il y avait une source que j'avais oublié de traiter, qui était les sources de l'Inquisition. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le procès pour bigamie d'une esclave du XVIIe siècle, et que j'ai tout de suite compris l'intérêt d'un procès inquisitorial pour faire une histoire sociale de l'esclavage et en même temps pour travailler sur cette question des rapports entre catholicisme et esclavage, puisque l'Inquisition est un tribunal ecclésiastique et qu'il, articule toute l'institution de l'Église à travers cette question de l'hérésie. La bigamie était considérée comme une hérésie contre le sacrement. Et l'hérésie consistait à s'être marié 2 fois alors que le premier conjoint était encore vivant, puisque le mariage dans la religion catholique est indissoluble. Donc l'histoire de Pascoa, découverte par le biais de ses sources ecclésiastiques, est une enquête extraordinaire pensée depuis Lisbonne sur 2 terrains coloniaux, l'Angola, où a vécu Pascoa entre 1660 et 1686, et le Brésil, où elle a été envoyée par son maître d'Angola en 1686, et où elle a été dénoncée en 1693, donc 7 ans après, par son maître pour bigamie. Voilà, son maître était plus ou moins forcé de la dénoncer, puisque des cousins venus d'Angola ont reconnu Pascoa. Donc le livre raconte l'enquête inquisitoriale entre 1693 et 1703 et déploie la vie d'une femme 2 fois esclavagisée, une fois en Angola dans une famille luso-africaine métisse, et au Brésil dans la société esclavagiste de Salvador de Bahia, capitale de la colonie brésilienne, et puis au Portugal, où se déroule le procès une fois Pascoa arrêtée, et où elle purge sa peine d'exil jusqu'en 1703. Donc, à travers l'histoire de cette femme, c'est aussi une histoire de l'Atlantique Sud, où existe une forte complémentarité entre l'Angola et le Brésil, une communauté atlantique faite d'intenses circulations, à la fois d'esclaves, mais aussi de marchands, d'administrateurs, d'ecclésiastiques. C'est une source exceptionnelle car elle permet de voir à travers le cas d'une esclave ordinaire la dimension africaine dans la vie des esclaves. L'Inquisition va en effet envoyer 2 enquêtes en Angola pour retrouver le premier mari de Pascoa, retrouver la famille des propriétaires de Pascoa. Et cette quête de l'Inquisition, qui est en fait une quête du registre du premier mariage pour s'assurer que le premier mariage a bien été un mariage catholique dans les règles, va susciter cette enquête tout à fait exceptionnelle. Les liens entre l'Angola et le Brésil sont au fond un peu le sujet du livre. Pascoa va, au cours même de cette enquête, elle-même arriver à établir un contact avec sa famille en Angola et recevoir une lettre, alors qu'elle a quitté l'Angola depuis 10 ans, une lettre d'un prêtre attestant qu'elle était bien célibataire.
Donc, cette source, hein, j'insiste, est exceptionnelle. Pour le XVIIe siècle, c'est extrêmement rare de voir cette interrelation entre l'Angola et le Brésil aussi longue. Bon, l'autre aspect, bon, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est évident, ça permet de faire une histoire de l'esclavage au féminin, ce qui est aussi un élément extrêmement intéressant, puisque voilà, c'est une femme, c'est l'histoire de ses mariages, l'histoire de sa vie, de ses enfants, et donc de permettre de voir cette question de l'esclavage à travers le cas d'une femme. Et le dernier point, si j'ai encore une minute, ça serait de souligner l'importance pour la question de l'évangélisation. J'ai dit que j'étais une historienne du religieux, et le cas de Pascoa est intéressant parce que elle a eu deux christianisations. Elle est née dans le christianisme africain, un christianisme dont elle va parler, un christianisme plus bricolé, fait à la fois de prêtres locaux de l'Angola, mais aussi de missionnaires en provenance de l'Italie, des représentants de la propaganda fide, donc un catholicisme romain. Et puis, au Brésil, elle va connaître un christianisme portugais, un christianisme plus européen, inspiré du Concile de Trente. Et ce qui est exceptionnel dans la source, là aussi, c'est que Pascoa, pendant son procès, va raconter son rapport au christianisme. Ces deux moments du christianisme, celui en Afrique et celui au Brésil. Et c'est très rare dans les sources missionnaires d'entendre les convertis raconter leur propre conversion. Alors bien sûr, c'est face aux inquisiteurs, donc elle ne va avoir de cesse que d'expliquer qu'elle est une parfaite chrétienne, mais il n'empêche que ça permet, du point de vue de l'histoire missionnaire, de faire une histoire extrêmement riche, encore une fois, parce qu'il y a ces deux aspects, ces trois moments de l'Atlantique, ces trois espaces, le Portugal, le Brésil et l'Angola. Voilà, donc je vais passer la parole à Cécile Vidal en version Charlotte. Je veux juste signaler que les sources, effectivement, sont des sources religieuses, mais aussi des sources de procès qui s'avèrent, on en parlera peut-être tout à l'heure, aussi une des grandes sources de connaissance de la vie des esclaves dans le monde atlantique, et pas simplement par le biais des archives de l'Église. Et donc maintenant, je passe la parole directement à Cécile pour qu'elle réponde à la même question sur les grandes lignes de l'ouvrage et sa place finalement. Merci beaucoup Marie-Jeanne. Alors le livre offre une histoire sociale totale de la Nouvelle-Orléans depuis la fondation de la ville en 1718 jusqu'en 1769, date de l'installation durable des Espagnols à la Nouvelle-Orléans et en Louisiane, en adoptant une double perspective impériale et atlantique. En fait, le livre essaye de mettre en pratique une des trois façons de faire de l'histoire atlantique telles qu'elles ont été identifiées par l'historien états-unien David Hermitage. C'est un exemple d'histoire qu'il appelle cisatlantique, c'est-à-dire que l'ouvrage se focalise sur une localité particulière, un lieu des mondes atlantiques, en l'occurrence la Nouvelle-Orléans, afin de tester le paradigme atlantique. La fondation tardive de la ville et sa localisation en marge de l'Empire français en fait un cas d'étude particulièrement intéressant à cet égard. Parce que comme la ville fut créée des décennies après d'autres villes plus importantes de la Caraïbe, après Bridgetown, après Port-Royal, après Kingstown ou Cap-Français, les circonstances de la fondation de la ville furent très différentes. Elle émergea au sein d'un monde atlantique qui connaissait un processus d'intégration avancé, alors que les empires atlantiques se consolidaient, que la traite des esclaves avait pris un essor important depuis la fin du XVIIe siècle, que se multipliaient et se renforçaient des sociétés esclavagistes dans les zones tropicales et subtropicales des Amériques, et qu'un processus de racialisation à la fois généralisé et différencié selon les lieux, se développer dans l'ensemble des Amériques. Mais la manière dont ces phénomènes atlantiques, ces dynamiques atlantiques
pouvait influer sur la formation et la transformation de la ville dépendait évidemment du type de connexion que la ville entretenait avec l'Empire français et avec le reste des mondes atlantiques. Et en fait, ce que le livre montre, c'est que de toutes ces relations, celle avec la métropole et surtout celle avec les Antilles et en particulier Saint-Domingue jouèrent le rôle le plus important. D'où le titre de l'ouvrage, Caribbean New Orleans. La thèse du livre est donc que la Nouvelle-Orléans constitue, c'est un peu une provocation, une ville portuaire caribéenne plutôt que nord-américaine, parce que sa société fut immédiatement marquée par l'imbrication étroite entre esclavage et race, par le développement d'un esclavage racial sous l'influence de Saint-Domingue. En fait, tous les navires partant de France ou d'Afrique devaient, pour arriver à la Nouvelle-Orléans, s'arrêter nécessairement dans un port des Antilles afin de s'approvisionner en eau, bois et vivres, avant de traverser le golfe du Mexique et remonter le fleuve, sachant que cette traversée seconde prenait autant de temps que traverser l'Atlantique. Et les navires restaient parfois des jours, voire des semaines au Cap français, ce qui signifie que tous les colons qui s'établirent en Louisiane avaient au préalable leur première expérience d'une société esclavagiste se passer à Saint-Domingue. Avec le temps, les relations entre Saint-Domingue et la Louisiane ne cessèrent de se renforcer et eurent ainsi un grand impact sur la société néo-orléanaise. Saint-Domingue représentait un modèle que les autorités et les colons louisianais cherchèrent à imiter. Au-delà de cet argument centré sur la Nouvelle-Orléans, j'essaye d'utiliser le cas d'études louisianais pour analyser un phénomène plus large, qui est celui de l'expansion de l'esclavage racial des Antilles au continent, qu'on peut documenter pour l'Empire britannique entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, examiner la formation historique d'une société esclavagiste au sein d'une ville portuaire située au milieu d'une région de plantation, et reconsidérer ce que signifie qu'une société se racialise en montrant comment la race s'insinue dans la fabrique de la vie quotidienne. Le livre cherche ainsi à repenser le concept de société esclavagiste, y compris en milieu urbain, et essaye de repenser donc le processus de racialisation. Il plaide pour que les historiens travaillant sur ces questions dans l'ensemble des Amériques les étudient sans solution de continuité, sans opposer l'Amérique du Nord à la Caraïbe ou sans opposer les empires anglais, français et hollandais aux empires ibériques. Et il le fait en plaçant l'Amérique du Nord dans une position périphérique par rapport à la Caraïbe qui est replacée au centre des mondes atlantiques. L'ouvrage constitue aussi un plaidoyer pour un retour à l'histoire sociale dans les travaux sur les Amériques de la période moderne et une défense d'une certaine histoire sociale nourrie de sociologie et d'anthropologie. Contrairement à Charlotte, j'ai choisi de ne pas travailler ou seulement secondairement à la reconstitution de trajectoires individuelles ou familiales, ce qui n'aurait pas été possible pour un grand nombre d'esclaves. C'est possible de le faire pour un ou quelques esclaves ou un ou plusieurs livres de couleur, mais ce n'est pas possible d'utiliser ça de manière pour un très grand nombre d'individus et surtout quand ils sont réduits en esclavage. Je n'ai pas non plus décidé de me focaliser sur un groupe social particulier, comme par exemple les esclaves, mais au contraire, j'ai voulu prendre en compte l'ensemble de la société néo-orléanaise et de prêter attention autant aux esclaves qu'aux élites, sans oublier les soldats, les engagés blancs, les libres de couleur, tous ces individus se déclinant au féminin et au masculin. Cette approche qu'on dirait compréhensive en anglais, pour faire un anglicisme, a été rendue possible par la petite taille de la ville qui comportait environ 3000 habitants à la fin du régime français. C'est petit, mais ce n'est pas si petit non plus pour l'époque. À la même époque, Cap-Français comporte environ 4500 habitants. Pour autant, les individus ne sont pas absents de mon ouvrage, mais j'ai plutôt choisi de les approcher de manière dynamique dans leur interaction les uns avec les autres, à la manière du sociologue Erving Goffman, en prêtant une grande attention à leurs paroles et à leurs actions dans de multiples situations différentes de la vie quotidienne.
C'est la raison pour laquelle les archives judiciaires, exploitées à la manière d'Arlette Farge, est au cœur du livre, même si je combine ces archives judiciaires avec toutes les autres sources disponibles, correspondances administratives, mémoires et rapports divers, textes de loi, recensements, liste de passagers, rôles militaires, liste de concessions et plantations, registres paroissiaux, actes notariés, correspondances privées, récits de voyage, histoire de colonie, cartes et gravures. J'utilise toutes ces sources que je croise pour pratiquer ce que j'appelle une histoire relationnelle de l'esclavage qui prend en compte toutes les parties en présence et qui permet ainsi de mettre en évidence et de balancer tant l'agentivité des acteurs que la structure, la domination. Cette approche au ras du sol, dans les pratiques quotidiennes, est au service d'une histoire de la reconstitution, de la formation et transformation d'une société nouvelle, soit d'un changement structurel. L'ouvrage n'a toutefois pas une forme narrative, ce n'est pas un récit, il adopte une forme analytique, mais il prête une grande attention à l'évolution des dynamiques sociales, au processus de racialisation et à la prise de conscience de former un collectif tout au long de la période française, en suivant tous les habitants de la ville au cours de 2 générations successives. Caribéa New Orleans combine ainsi une perspective juridique et institutionnelle sur l'esclavage racial avec l'approche complémentaire qui consiste à étudier les rapports de race dans les interactions de la vie quotidienne. Cette micro-histoire urbaine révèle que la race informait le système esclavagiste et se manifestait de multiples façons. Elle transparaît dans le langage que tous les acteurs utilisaient pour exprimer leur vision de l'ordre social. Elle influait sur la manière dont les individus se présentaient, socialisaient et résolvaient leurs conflits en public. Elle déterminait l'organisation de l'espace public comme privé. Elle changeait la conception et la relation au travail parmi les Blancs, tout en modelant les échanges commerciaux. Elle structurait les réseaux familiaux et amicaux dont les acteurs dépendaient pour survivre et améliorer leur position sociale. Elle transforma les systèmes de justice, de charité et de défense de la colonie. Et parce que la Nouvelle-Orléans devint un lieu de refuge pour la population blanche, mais de répression pour les esclaves des plantations alentours, la race eut également un impact sur la manière dont tous les acteurs développèrent un sentiment d'appartenance différencié à la ville. La construction d'une identité blanche se fit en parallèle de la construction d'une identité noire, car les colons ne se contentaient pas de racialiser, discriminer et exploiter les individus d'ascendance africaine ou mixte, mais internaliser et affirmer leur propre identité raciale contrastée à travers leur manière d'agir et leur performance sociale. Et c'est le développement de ce système totalisant d'esclavage racial qui fait, à mes yeux, le caractère caribéen de cette ville. Merci beaucoup. Donc, à travers cette première angle d'approche, on voit apparaître deux points de vue quand même très différents. Le livre de Charlotte Castelnau Pascoa nous présente une femme esclave entre Angola et Brésil. C'est une histoire de trajectoire individuelle, pourtant ancrée dans la lecture des archives judiciaires de l'Inquisition. De l'autre côté, le livre de Cécile Vidal présente la ville de la Nouvelle-Orléans étudiée d'une manière totale et constitue aussi un plaidoyer pour une histoire sociale qui, elle, va s'intéresser aux interactions entre les individus et non pas aux trajectoires individuelles, mais le lien reste à travers les archives judiciaires qui ne sont qu'une des nombreuses archives. D'ailleurs, ce qui est très impressionnant, ça a été remarqué dans un certain nombre de comptes rendus, c'est les notes de bas de page du livre qui constituent une véritable plongée dans les archives. On est accompagné, on nous prend la main pour aller plonger dans les archives. Alors, je vais passer à ma deuxième question. L'une et l'autre, ça a déjà été entamé en partie par Cécile, mais quand même, peut-être de façon du coup un petit peu plus rapide. Comment est-ce que vous replaceriez l'ouvrage dans l'historiographie du sujet, l'une et l'autre, en commençant par Charlotte?
je regarde l'heure pour bien contrôler. Donc, je dirais que je suis au croisement de plusieurs historiographies. D'abord, une historiographie qui n'est pas celle de l'esclavage, mais qui est celle d'une histoire religieuse et une micro-histoire à l'italienne. Tu as parlé de l'historiographie anglo-saxonne. Pour moi, l'historiographie italienne est très importante, que ce soit bien sûr Carlo Ginzburg, mais aussi Adriano Prosperi, dans des travaux sur notamment la question des sacrements et l'étude du procès d'une infanticide, le livre de Prosperi, Donner l'âme, sur la question du baptême. Donc, c'est des livres qui m'ont beaucoup influencé, cette historiographie italienne. Voilà. Alors, l'autre historiographie, c'est bien sûr l'historiographie brésilienne, qui est une grande historiographie sur l'esclavage, en contact avec l'historiographie nord-américaine, mais qui a sa propre dimension, son propre intérêt. Et donc, je dirais, pour bien résumer, c'est-à-dire que longtemps, au Brésil, ça a été une histoire de l'esclavage comme système, et puis on est passé à l'histoire des esclaves à partir des années 90. Mais il y a eu des travaux très importants dès le milieu des années 80. Donc d'abord, une histoire qui s'est inscrit dans le concret, non plus de l'esclavage, mais des maîtres et des esclaves. Et du coup, en s'intéressant au sujet historique, a travaillé sur des cas concrets d'esclavage. Donc, je l'ai dit, au Brésil, c'est massif. L'histoire de l'esclavage, c'est extrêmement long. Avec un esclavage de plantation, un esclavage de mine, un esclavage urbain, un esclavage domestique, un esclavage de grande propriété, de micro-propriété, une histoire des libres de couleur propriétaires d'esclaves, une histoire des maîtres d'esclaves pauvres, des maîtres d'esclaves riches. Donc, bon, un foisonnement qui fait apparaître une société extrêmement complexe, avec des catégories sociales qui ont des intérêts et des logiques différentes. Donc, il y a vraiment un caractère massif de l'histoire de l'esclavage au Brésil. Une histoire de l'esclavage qui s'est aussi beaucoup intéressée au droit et à la législation, qui a utilisé les procès depuis fort longtemps. Donc, partant du débat, alors là, je pense aux travaux notamment de Sylvia Lara, un grand débat important qui a opposé l'histoire de l'esclavage aux États-Unis et au Brésil, c'était la question du paternalisme et de la dureté du système esclavagiste. Pendant longtemps, les Nord-Américains considérant qu'il y avait un esclavage plus lénifiant au Brésil, bon, ce qui a été tout à fait refusé par par l'historiographie qui a suivi, mais finalement, l'idée aussi que l'histoire de l'esclavage doit laisser place à la question de la négociation, que paternalisme et violence fonctionnent ensemble, qu'il y a une notion d'intérêt partagé, non seulement pour les esclaves domestiques et urbains proches de leur maître, mais aussi sur les plantations. Je pense à des travaux comme ceux de Stuart Schwartz qui ont repris l'idée qu'il fallait finalement essayer et là je rejoins tout à fait la question soulignée par Cécile de l'interaction, de retrouver l'interrelation entre maître et esclave au plus près des rapports à la fois de force et de négociation. Alors, quand je dis on est passé à l'histoire des esclaves, clairement, mon livre participe de cette histoire, puisque c'est une femme esclavagisée. Et le livre essaie toujours de réfléchir à son destin, à son point de vue, replacer ces hommes et ces femmes esclavagisés comme acteurs de cette société dont ils utilisent les instruments à leur disposition. Et donc ça, c'est aussi tout un pan de cette historiographie qui a utilisé les pétitions d'esclaves, les procès d'esclaves. Et dans cette historiographie sur les esclaves eux-mêmes, c'est l'idée importante que les sources produites par les colonisateurs
peuvent fournir des informations sur le point de vue des Africains eux-mêmes, qu'il faut développer des stratégies méthodologiques pour utiliser les sources des colonisateurs avec de nouvelles questions et surtout avec un éclairage, notamment, alors là aussi, pour le XVIIe siècle, avec ce qu'on sait de l'Afrique méridionale et de la culture africaine de ces royaumes. Bon, j'ai parlé de l'histoire italienne, donc bien sûr, je m'inscris aussi dans cette idée de micro-histoire à l'échelle globale. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, un empire portugais qui est un monde de circulation enchevêtrée. Et le cas de Pascoa permet de montrer cet espace où les interactions se font entre des espaces à 40 jours de navigation, hein, ou 60 entre Lisbonne et Salvador de Bahia, puisque j'ai pu calculer, par exemple, pour le procès, qu'il y a 12 circulations de l'Atlantique, des papiers, pour arriver à établir la condamnation finale de Pascoa. Enfin, pour finir sur cette question de l'historiographie, je pense que le livre aussi s'inscrit dans ce mouvement toujours plus ample dans l'historiographie brésilienne, qui est d'africaniser l'histoire de l'Amérique portugaise. Pour moi, c'est nouveau, hein, et c'est à cause de la source que j'ai dû le faire. Voilà, c'est montrer que, et là je pense que le cas du Brésil est peut-être très différent d'autres situations esclavagistes, notamment dans les cas où la traite s'arrête assez vite, comme à la Nouvelle-Orléans. Mais dans le cas du Brésil, ce lien permanent avec l'Afrique est important. L'Afrique n'est pas simplement une origine, elle est une expérience. Une expérience renouvelée, une expérience et le cas de Pascoa montre aussi par cette vie tout simplement, puisque c'est à 26 ans qu'elle quitte l'Afrique, donc c'est tard dans la vie d'une femme au XVIIe siècle, hein, elle a déjà amplement vécu. Voilà, donc c'est l'Afrique comme lieu d'expérience qui sont imbriquées avec celles que l'individu connaît en Amérique. Et dans le cas de Pascoa, la domination de l'esclavage, puisqu'elle est esclavagisée par 2 fois, donc 2 types d'esclavage différents, la christianisation, j'en ai parlé, se développe dans la vie de cette femme à la fois en Angola et au Brésil. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le livre participe à ce mouvement qui est lié à la création de chaires d'histoire africaine au Brésil depuis les années 2000 et à pas mal de travaux aujourd'hui. Par exemple, justement, les travaux de Sylvia Lara sur Palmarès qui ont complètement renouvelé l'histoire de Palmarès, ce refuge d'esclaves fugitifs, à partir de l'histoire culturelle et des royaumes d'Afrique méridionale. Voilà. Donc, Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole sur ce même sujet à Cécile et puis ensuite quelques petits commentaires et puis on pourra passer à la dernière question avant les questions du public. Cécile. Merci beaucoup. C'était une très très belle phrase. L'Afrique n'est pas seulement une origine mais une expérience. Je vais noter, j'aime beaucoup cette formule. Alors, pour ma part, je me positionne par rapport à différentes historiographies et évidemment d'abord l'historiographie états-unienne sur la Louisiane coloniale. La première chose, le premier point qui différencie mon livre peut-être par rapport à de nombreux autres ouvrages sur la Nouvelle-Orléans, c'est qu'en fait, ces ouvrages, très souvent, ne portent pas spécifiquement sur la ville, mais portent sur une région agro-urbaine composée de la ville et de la région de plantation alentour et ne différencient pas ce qui se passe en ville. Alors que moi, je postule que la ville a une identité physique et sociale propre dès le départ et j'essaye de réfléchir à la spécificité de l'esclavage urbain au sein d'une région de plantation.
Le deuxième point, c'est que j'essaye d'aller à l'encontre d'une vision exceptionnaliste de l'histoire néo-orléanaise et louisianaise qui demeure extrêmement prégnant dans l'historiographie états-unienne. La Nouvelle-Orléans est souvent décrite comme une ville créole sur la longue durée, indépendamment de ses transformations, comme si elle ne pouvait jamais échapper à ses origines françaises et espagnoles, contrairement par exemple à une ville comme Los Angeles, qu'on considère comme parfaitement américaine, ce qui n'est pas le cas de la Nouvelle-Orléans. Cette vision exceptionnaliste est liée à la situation, à la composition démographique de la ville au moment de son intégration aux États-Unis en 1803 après la vente, après le Louisiana Purchase, après la vente de la Louisiane. La population libre de couleur, qui était relativement peu importante pendant la période française, avait considérablement augmenté pendant la période espagnole grâce au système de rachat, de coartation. Peu de temps après l'intégration de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, la ville voit arriver 9000 réfugiés de Saint-Domingue, dont un tiers de libres de couleur. Et donc, dans les années 1810, la Nouvelle-Orléans constitue une des plus fortes concentrations, offre une des plus fortes concentrations de libres de couleur aux États-Unis, avec un système du coup triracial qui contraste avec le système biracial prévalent dans le reste des États-Unis. Et cette importance des libres de couleur est souvent lue, interprétée comme une indifférence à la race, comme quelque chose comme un signe de color blindness, ou comme le signe d'une fluidité des rapports de race. Les historiens états-uniens ne sont pas d'accord sur justement l'importance de la race, enfin sur les origines de cette situation telle qu'elle apparaît au début du 19e siècle et sur le rôle du régime français dans le processus. Et on a deux thèses opposées défendues par Gwen Hall et Thomas Ingersoll. Pour l'une, la race ne joue aucun rôle, pour l'autre, c'est l'inverse. Et il explique que c'est la raison pour laquelle c'est une ville nord-américaine et pas caribéenne. Et moi, en l'occurrence, ce que j'ai essayé de faire, c'était de dépasser en fait la manière dont il concevait le débat, de ne pas prendre position ni pour l'un ni pour l'autre, mais de penser les rapports de race différemment qu'il le faisait. Et je vais expliquer ensuite comment. Le livre, en effet, ne dialogue pas seulement avec l'histoire louisianaise, il essaye de prendre position de manière plus générale par rapport à l'historiographie de l'esclavage dans les Amériques et aux études sur la race. Ce contre quoi je voulais aller dans l'historiographie de l'esclavage des Amériques, c'est une tendance peut-être plus marquée dans l'historiographie anglophone, qui est de considérer l'esclavage essentiellement comme une forme de travail forcé, une variété de travail forcé, et donc de réduire l'esclavage à la question du travail. Il me semble que cette réduction ne permet pas de comprendre pourquoi les acteurs de l'époque distinguaient l'esclavage des autres formes de travail contraint et pourquoi ils choisirent de n'asservir que les non-européens. D'où la proposition d'une définition différente de l'esclavage qui, tout en soulignant l'importance du travail, qui fait de l'esclavage aussi un régime de travail, met en avant le fait que c'était aussi une forme de propriété de capital et un mode de domination sociale particulier. Et que la relation esclavagiste se définit d'abord par la domination interpersonnelle, donc exercée entre un maître et son esclave, qui permet à un maître de contrôler tous les aspects de la vie de l'esclave, le travail, mais pas seulement. Au-delà de la définition de l'esclavage, de nombreux historiens, à la suite de Moses Finlay, historien de l'Antiquité, pensent la variété des sociétés avec esclavage dans les Amériques en opposant les sociétés à esclaves aux sociétés esclavagistes. Il me semble que de manière problématique, Ira Berlin et Phil Morgan aux États-Unis sont beaucoup allés dans ce sens-là, mais ils ont tendance à considérer que les véritables sociétés esclavagistes sont des sociétés de plantation ayant réussi à développer des économies exportatrices
Et il considère en revanche que les villes seraient des sociétés de frontières dans l'esclavage, des sociétés à esclaves. Et il se base pour cela sur des critères à la fois démographiques et économiques, le poids démographique des esclaves et leur importance dans le système de production. À l'heure actuelle, en fait, cette définition de ce qu'est une société esclavagiste est en cours de révision avec le développement de l'histoire mondiale de l'esclavage, qui se focalise dorénavant sur l'importance, en fait, de la question de la reproduction de l'ordre esclavagiste dans les sociétés esclavagistes. En raison, en fait, précisément de la difficulté du fait de l'apport de la venue continuelle d'esclaves nouveaux à imposer et à maintenir un ordre esclavagiste, l'ensemble des libres, et pas seulement les propriétaires d'esclaves, étaient obligés de se mobiliser et participer au maintien de cet ordre. L'esclavage, du coup, dans les sociétés esclavagistes, n'était plus seulement une relation personnelle de domination, mais devenait un régime de gouvernance collective qui impliquait les autorités, mais aussi l'ensemble de la population libre, tout en reflétant la proéminence sociale des maîtres. L'esclavage informait ainsi, en conséquence, l'ensemble des valeurs, institutions et interactions totales. Ça fait de l'esclavage un phénomène social total. Et tout le livre est en quelque sorte une démonstration de cette dimension totalisante de l'esclavage et de l'esclavage racial en particulier, en explorant dans chaque chapitre une différente facette. Finalement, l'ouvrage utilise aussi de manière critique l'historiographie anglophone sur la race. Premièrement, contrairement à ce qui est souvent le cas aux États-Unis, je ne parle jamais de relations raciales, contrairement à ce que fait l'historiographie, afin de ne pas réifier et essentialiser les catégories raciales en faisant des groupes sociaux. Ça me paraît problématique parce que les catégories raciales sont toujours utilisées conjointement avec d'autres catégories, et la race est toujours confortée ou concurrencée ou contredite par le statut, la classe, le genre, l'ethnicité, la religion. Le concept que je mets en avant plutôt que celui de relation raciale, c'est celui en anglais de racial formation ou de racialisation en français, qu'on pourrait définir comme l'analyse de la construction des catégories raciales. Étudier la racialisation revient à analyser la formation des catégories, leur signification, leurs effets, comment elles étaient assignées, appropriées, contestées, comment elles influaient sur les positions et les dynamiques sociales. La mise en avant du concept de racialisation permet de souligner que la race est une construction sociale toujours instable, controversée, et d'insister sur son caractère processuel, dynamique, contingent et multiforme. La domination raciale ne peut s'imposer qu'à travers un travail continuel de répétition et d'entretien. Étudier la formation des catégories raciales exige aussi de distinguer l'analyse du vocabulaire des pratiques raciales. Les mêmes catégories raciales peuvent donner lieu à des régimes raciaux différents. Et en suivant la critique que le sociologue Loïc Vacan a pu faire de l'approche d'Anne-Laura Stoller en la matière, je montre que la race n'était pas seulement une affaire de mots et de discours, mais qu'il faut aussi étudier les divers mécanismes par lesquels elle se manifeste dans et à travers les institutions et les relations sociales, mécanismes qui ne cessent d'évoluer au gré des circonstances. D'une certaine façon, le livre reflète ma conviction que l'histoire politique et sociale de la race est tout aussi ou plus importante que l'histoire intellectuelle de la race, ou du moins qu'il faut penser leur interrelation de manière plus complexe. Parler de mécanismes ou de pratiques raciales au pluriel signifie aussi que le degré d'oppression d'un régime racial ne peut se mesurer à l'aune d'un seul facteur et qu'il ne cesse de se transformer. Le livre pose donc la question de la façon dont on peut mesurer, circonscrire, appréhender la racialisation dans toutes ses dimensions et évolutions. Le problème, c'est que l'historiographie, très souvent l'historiographie américaniste en général, se focalise quand elle étudie la race sur la question du métissage et du statut des libres de couleur. Le livre accorde une grande importance à ces phénomènes, mais il démontre que la racialisation ne s'y réduisait pas. Avant les libres de couleur, les esclaves furent eux-mêmes la cible première de la politique raciale. Et de fait, la société néo-orléanaise se racialisa très vite, alors même que la population libre de couleur était réduite.
L'historiographie a également tendance à présenter la racialisation comme un processus imposé par les élites contre lesquelles les subalternes résistaient. Mais je démontre avec d'autres historiens que le processus était autant top-down que bottom-up. En Louisiane, les autorités et les colons choisirent en toute conscience de développer une société et une économie esclavagiste sur le modèle de Saint-Domingue. Ce n'est pas un unthinking decision, pour reprendre l'expression de Winthrop Jordan. En Louisiane, au début du XVIIIe siècle, ils ont l'expérience des sociétés esclavagistes de la Caraïbe. Ils choisissent d'essayer de développer une société et une économie esclavagiste sur le modèle de Saint-Domingue. En revanche, il n'y eut pas une politique raciale délibérée et concertée. Celle-ci ne passait pas uniquement ou principalement par le droit. Le régime racial qui se mit en place fut le fruit d'une multitude de décisions individuelles et collectives. Tous les acteurs participèrent volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, au processus de racialisation. Merci. Merci beaucoup. Donc, en deux mots, hein, évidemment, c'est difficile quand même de résumer ces interventions très riches. Mais du côté de Charlotte Castelnau de l'Étoile, il y a la volonté quand même, à partir de ce cas bien particulier de Pascoa, de construire un exemple de micro-histoire inspiré de l'historiographie italienne, mais appliqué à une échelle globale. Et le livre s'inscrit aussi, moi j'en apprends beaucoup parce que je ne connais évidemment pas bien l'esclavage au Brésil, dans une nouvelle historiographie brésilienne de l'esclavage qui tend à africaniser l'histoire de l'Amérique portugaise dans l'histoire brésilienne. Voilà. Et du côté de Cécile, on voit que le livre a été écrit en anglais, je pense que c'était aussi pour pouvoir dialoguer plus directement avec cette historiographie états-unienne de la Louisiane coloniale. Donc, le livre est en prise, en dialogue, essaye de dépasser des oppositions, comme par exemple celle entre Gwendolyn Hall et Thomas Ingersoll, à un premier niveau. Le livre essaye aussi, d'une deuxième façon, d'écrire une nouvelle histoire urbaine des villes où l'esclavage est au cœur des relations sociales, en montrant que ce ne sont pas simplement des lieux où il y a des esclaves, mais des sociétés esclavagistes complètes, un système total. Et enfin, ça c'est très clair, parce que tu l'indiques beaucoup en introduction, dans la conclusion, c'est cette volonté de travailler sur la racialisation, et non pas simplement sur un système de relations raciales qui serait prédéterminé, donc un rapport critique à une certaine historiographie nord-américaine qui est quand même affirmé. Voilà, j'ai obligatoirement déformé, limité et raccourci tout ce que vous aviez dit. Pour vous passer la parole une dernière fois, enfin avant les questions, au fond, et peut-être que vous aurez peut-être moins de temps à accorder à cette dernière question, je ne sais pas comment vous avez voulu la traiter, mais comment est-ce que, quel est le regard après tout ce travail que vous portez sur le champ des études sur l'esclavage en France et dans les Amériques? Ce champ a-t-il atteint une sorte d'apogée? Où est-il à ses débuts? Donc, ses débuts, ça sera un peu exagéré, mais quel travail reste à faire au moment où vous remettez ces sommes? Parce que Charlotte n'a pas écrit que ce livre, cette micro-histoire, mais aussi tout un autre gros livre à côté. Voilà, je vous repasse la parole. D'abord Charlotte, et puis Cécile. Alors, oui, c'est une question riche, mais bon, moi, je répondrais en disant que l'esclavage a été si central dans la construction du monde tel que dans la construction du monde, des relations entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, entre le 15e, 16e, 17e, 18e, 19e siècle, que forcément, il y aura toujours de nouveaux chantiers, au sens où, au fur et à mesure que de nouvelles questions, plutôt les nouvelles questions vont émerger au fur et à mesure que les manières de faire de l'histoire changent.
et de nouveaux pans de la réalité esclavagiste sont éclairés. Donc, je donnerai quelques exemples. Hein. Je pense que si on s'intéresse par exemple à l'histoire diplomatique, aujourd'hui, la question de l'esclavage, elle est très importante dans les rapports diplomatiques, par exemple au XVIIe siècle. Hein, la question de pouvoir atteindre les marchés d'esclaves en Afrique est essentielle. Et on peut reprendre l'histoire des conflits du XVIIe siècle avec cette question, hein, que ce soit la guerre de 30 ans, que ce soit la deuxième partie du XVIIe siècle, les négociations. Voilà, alors moi, une question qui me passionne et sur laquelle je travaille sans pour l'instant produire beaucoup, mais qui est comment la France est devenue esclavagiste au XVIIe siècle. Pour moi, c'est une question très importante qui ne doit pas être abordée d'une manière nationale, mais justement, je pense qu'une expérience une expérience d'histoire atlantique venue par exemple des empires ibériques et notamment du Brésil, pour moi éclaire beaucoup la manière dont la France est devenue esclavagiste au XVIIe siècle. Notamment dans le livre Pasqua, j'ai toute une série de sources de voyageurs étrangers, anglais et français, qui passent à Salvador de Bahia. Ce sont des gens qui viennent voir comment fonctionne une société esclavagiste comme celle du Brésil et publie des descriptions pour le monde français. Alors, j'aimerais souligner par exemple le rôle de l'esclavage dans l'histoire des savoirs et des techniques, qui est encore assez peu abordé, mais qui commence à l'être notamment au Brésil, hein, sur la question des mines, de l'agriculture. Ce sont des techniques agricoles, des techniques minières africaines qui ont été développées. Donc, il y a tout un transfert de techniques. Pareil pour la question de l'histoire de la médecine, des savoirs médicaux. Hein. Dans le Brésil du XVIIIe siècle, il y a un monopole quasi total pour les barbiers chirurgiens qui sont en fait africains. Oui, il y a plein de chantiers nouveaux que certains utilisent. Je pense bien sûr aussi à l'histoire visuelle. Cécile Fromont a produit des choses extrêmement intéressantes sur le XVIIe siècle entre le Congo, le Brésil et le Portugal. La circulation des objets. Donc, plutôt qu'une histoire de l'esclavage, c'est plutôt replacer l'esclavage au cœur de l'histoire de ces siècles. Et je pense en ce sens que c'est pas vraiment une apogée ce qu'on vit, c'est plutôt effectivement une prise de conscience progressive de cette place. Bien sûr, l'histoire économique, c'est non pas une histoire économique de l'esclavage qu'il faut faire, mais plutôt replacer l'esclavage au cœur de la construction des économies. Ça a été fait pour le XVIIIe siècle, je pense aux travaux notamment de Manuel Coveau sur l'Empire français à la fin du XVIIIe, mais qu'on pourrait reprendre pour d'autres périodes antérieures. Enfin, alors j'ai cité plein de choses, je voulais aussi parler de l'histoire de la culture, l'histoire de la musique, l'histoire de la circulation des musiciens entre les Caraïbes et la France, mais aussi entre le Brésil et la France. Bon, voilà, donc je pense qu'on n'est pas du tout à une apogée, qu'on est simplement... on a besoin que nos collègues historiens qui ne viennent pas de l'esclavage se rendent compte de la place de l'esclavage dans les mondes qu'ils étudient. Et ils vont en tout cas, je pense que nous qui sommes un peu spécialistes de ça, on finit par avoir des œillères, mais on finit par dire mais l'esclavage est partout. Et je pense que c'est important peut-être voilà, je pense que les chantiers vont se multiplier plutôt. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Je passe la parole à Cécile. Merci beaucoup. Je vais abonder pour compléter plus que ce que Charlotte a déjà dit. Je vais faire 3 points. Tout d'abord, ces dernières années, parallèlement aux révisions sur Caraïbes et New Orleans, j'ai beaucoup travaillé sur la bibliographie, l'historiographie relative à la Caraïbe, l'esclavage dans la Caraïbe française et anglaise en prévision de mon prochain
ma prochaine monographie sur le suicide dans la traite et l'esclavage, où il y a une focalisation sur 4 îles en fait, françaises et anglaises. Et donc, je ne vais pas parler de l'historiographie sur l'Amérique du Nord, de l'esclavage en Amérique du Nord, mais dans la Caraïbe. Et j'ai été extrêmement frappée par le décalage entre la production sur les West Indies et celle sur les Antilles françaises. Il y a un décalage incroyable en termes de volume, de diversité. Sachant que dans les 2 cas, la production, elle provient à la fois des historiens locaux, des historiens basés dans les anciennes métropoles ou métropoles actuelles, et puis provient aussi des chercheurs états-uniens. Dans le cas des travaux sur la Caraïbe française, on a aussi une focalisation sur Saint-Domingue au détriment des petites Antilles, une focalisation sur la seconde moitié du XVIIIe siècle, la Révolution haïtienne, au détriment du XVIIe siècle, beaucoup moins bien connu, du premier XVIIIe, de la première moitié du XIXe également. Et puis, les historiens se focalisent très souvent sur une île. Il y a peu de comparaisons entre les grandes et les petites îles, peu de travaux qui prennent en compte l'ensemble de la Caraïbe française ou Caraïbe anglaise, et encore moins l'ensemble de la région Caraïbe. L'histoire de l'esclavage a aussi pris la forme, et surtout, d'une histoire sociale et culturelle. Mais ce dont on a besoin, c'est d'une histoire, surtout en ce qui concerne les îles françaises, c'est d'une histoire démographique, économique, politique et, comme le disait Charlotte, diplomatique de l'esclavage. Et je me réjouis d'ailleurs de la soutenance prochaine de la thèse de David Chonu, qui précisément va proposer une histoire diplomatique transnationale de l'esclavage dans la Caraïbe. Alors, en second point, je voudrais donner l'exemple d'un livre, parce que parfois, je viens de lire ce livre et j'ai eu un coup de cœur, comme rarement j'ai des coups de cœur. Et donc, pour moi, c'est vraiment un exemple de choses innovantes et de manières de travailler différemment. C'est un ouvrage écrit en anglais de Miles Ogborn qui s'appelle « The Freedom of Speech ». Talk and Slavery in the Anglo-Caribbean World, qui a été publié en 2019 aux presses de Chicago. Et en fait, il y montre que l'étude de l'usage de la parole, des silences, des formes diverses de parole, du serment au discours abolitionniste, en passant par les rituels oratoires des praticiens de l'OBA, que les prises de parole, les performances oratoires, qui parlent, dans quelles circonstances, toutes ces questions autour de la parole permettent de repenser les dynamiques de pouvoir au cœur de l'esclavage. Et il s'éloigne complètement de ce point de vue de la question des voix d'esclaves qu'on entend encore et encore, en mettant au cœur la question de speech, de l'oralité, plutôt que simplement la question des voix. Il dépasse totalement la question de la subjectivité des esclaves. C'est un ouvrage d'histoire, mais qui puise dans l'anthropologie et la sociologie, qui tient compte de tous les acteurs en présence, les esclaves comme les planteurs, les abolitionnistes comme les autorités, et qui propose une histoire qui est autant sociale, politique, culturelle et intellectuelle. C'est aussi une histoire qui tient compte des différents espaces d'énonciation et de performance orale qui circulent entre plusieurs îles et la métropole, qui adopte donc un cadre impérial. On a beaucoup fait une histoire coloniale de l'esclavage, mais à l'heure actuelle, les travaux les plus intéressants, il me semble, c'est aussi ceux qui justement ont des perspectives différentes et notamment impériales. Et donc, on voit bien à travers cet exemple qu'on est en train de renouveler, je veux dire que l'histoire de l'esclavage a une longue histoire depuis les années 1950, quand ils ont commencé à se développer de manière massive, mais que ces questions sont renouvelées quand on essaie de réfléchir simultanément à des nouvelles questions, aux cadres et aux échelles d'analyse et aux acteurs sur lesquels on choisit de se focaliser. Et puis, mon troisième point, ça sera de dire que l'historiographie de l'esclavage dans les mondes atlantiques a été très attentive aux questions de mobilité, de circulation, de connexion, à raison,
mais qu'il me semble qu'il faut reprendre le chantier comparatif. L'historiographie de l'esclavage a été une des historiographies les plus précocement comparatives, notamment à l'échelle hémisphérique, mais que ça serait intéressant de justement revoir la question en ce début du XXIe siècle, et aussi de mettre en perspective cette histoire comparée de l'esclavage américain à l'échelle hémisphérique avec les travaux extraordinaires qui se développent en histoire comparée à l'échelle mondiale. Quand je révisais en fait Caraïbes à New Orleans, j'ai eu la chance que Paulin Ismark, un historien de l'Antiquité, me demande de participer à la coédition et co-rédaction de cette histoire mondiale des esclavages qui va paraître au Seuil cet automne et auquel participe Charlotte. Et l'obligation qui m'a été faite de sortir des historiographies américanistes, qui sont pourtant massives, faire de la comparaison à l'échelle hémisphérique, lire sur le Brésil, la Caraïbe, l'Amérique du Nord, c'est pas une sinécure, c'est vraiment déjà un enjeu parce que clairement, en termes de volume de production, l'historiographie sur l'esclavage américain domine l'historiographie de l'esclavage dans le monde. Mais l'obligation tout d'un coup de lire sur l'esclavage à toutes les époques, à la préhistoire, dans l'Antiquité, sur tous les continents, a complètement transformé ma vision de l'esclavage américain. A énormément fait déplacer la manière dont j'envisageais l'esclavage américain. Et il y a un vrai enjeu à décloisonner les historiographies, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et c'est donc une transformation, une impulsion de cette historiographie de l'esclavage plus que une clôture ou une apogée, ou à mon avis, l'historiographie de l'esclavage évolue avec nos manières de travailler en histoire de manière plus générale, et notamment l'approche d'une perspective d'histoire mondiale comparée et connectée. Merci beaucoup, donc Cécile. Juste pour rebondir sur ce que vous avez abordé toutes les deux, c'est-à-dire l'histoire diplomatique. En fait, je voudrais signaler aussi la soutenance bientôt de la thèse de Andy Cabot sur l'esclavage dans les relations diplomatiques France-États-Unis, Grande-Bretagne, 1795-1815. Qui est une véritable thèse atlantique, puisqu'il a travaillé sur les sources donc, de 3 pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Et effectivement, une perspective extrêmement intéressante en ce moment. Alors, nous arrivons à la fin de la partie exposée, qui a été extrêmement animée et agréable, et je vous en remercie. Maintenant, nous allons prendre les questions. Je voudrais d'abord inviter les participants à poser peut-être davantage de questions. Je ne suis pas devant un grand nombre de questions pour le moment, mais je vais déjà vous soumettre celles qui me sont posées. Alors, nous avons... La première question s'adresse à vous deux. C'est une question assez vaste, il me semble, donc je vais vous la lire. Comment peut-on considérer le rapport au travail des esclaves dans la continuité actuelle, dans la division internationale du travail, travail libre, travail forcé? Il me semble que Cécile en a un petit peu parlé, enfin, l'a abordé par un certain biais. En quoi peut-on considérer le marronnage dans une perspective de subjectivité, dans le but de redevenir être ou d'assumer son humanité? Voilà. Alors, en gros, il y a 2 questions. Dans cette question, il y a la question sur est-ce qu'on peut définir l'esclavage comme, à travers les catégories travail libre, d'opposition entre travail libre et travail forcé. L'autre question, c'est comment finalement définit-on le marronnage? Est-ce que le marronnage, ce n'est pas une façon justement pour les esclaves de résister, en tout cas d'assumer leur humanité dans un système de domination, comme on l'a bien compris quand même. Donc c'est la première question. Donc c'est une question adressée à toutes les deux. Donc on va démarrer. Enfin, c'est une double question adressée à toutes les deux. Donc on va redémarrer avec le système. D'abord Charlotte puis Cécile. Je laisse Charlotte démarrer. Je vais répondre.
Je vais répondre à partir du livre hein, de Pascoa et des réflexions. Alors, sur le travail, une des choses intéressantes dans la vie de Pascoa qui m'a frappée par rapport au travail, c'est la variation du travail dans la vie d'un esclave. Pascoa, quand elle est jeune, hein, au moment de son premier mariage, elle a 16 ans et puis 20 ans, elle va dans les plantations. Elle le dit, et en Afrique, les femmes sont des agricultrices. Donc, voilà, mais son mari est aussi dans la plantation. Donc, c'est des plantations. L'Angola n'a pas eu une culture d'exportation importante comme le Brésil avec le sucre. En Angola, la culture importante, c'est le manioc. Hein, et là encore, c'est toute une histoire de l'esclavage qui a derrière le fait que c'est du manioc qu'on cultive en Angola, puisque le manioc est une plante brésilienne, enfin américaine, qui a été transportée en Afrique et qui sert à fabriquer la farine dont on nourrit les esclaves sur les bateaux de traite. Or, l'Angola est un immense centre de production, d'exportation d'esclaves, hein, parce que c'est non seulement vers le Brésil, mais dès les années 1630, vous avez énormément de bateaux qui partent vers la Caraïbe anglaise, justement vers la Barbade. Et voilà, donc production de plantation. Ensuite, Pascoa va devenir esclave domestique. Alors, a-t-elle eu une relation privilégiée avec ses maîtres? Voilà, elle est une esclave attachée à la personne de sa maîtresse. Bon, voilà. Ensuite, elle est vendue à Bahia, et donc là, esclavage domestique sans doute, elle est attachée au service de la femme de son maître, puisqu'on le voit au moment de son mariage puis de son arrestation, elle a pris le nom de la femme de son maître. Hein. Voilà, donc là aussi c'est intéressant dans la question des noms d'esclaves. Son mari a le nom du maître homme et elle a le nom de la maîtresse femme. Voilà, donc le travail d'une esclave peut être variable dans l'histoire de sa vie. Et surtout, c'est important par rapport à la question de l'esclavage, c'est que le travail esclave, là aussi, il ne faut pas être dans le système, enfin, de manière trop abstraite. Ça change au cours des périodes. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le travail esclave est le travail le plus souple, qui s'adapte le plus facilement à des situations de production différentes. Hein, et donc, voilà, entre l'esclave de plantation, l'esclave dans un moulin qui, dès le début du XVIIe siècle, est un travail quasiment industriel, hein, minuté, avec une cadence incroyable. Et lorsqu'on voit les descriptions, voilà, il y a toute cette dimension de travail industriel. Et puis, vous avez notamment au Brésil, hein, puisque tout l'artisanat est fait par des esclaves. J'ai parlé des barbiers, j'ai parlé des musiciens. Voilà, voilà. Donc le travail esclave, c'est surtout cette idée d'une souplesse incroyable. Et au fond, les esclaves font tous les travaux. Alors sur la deuxième question, je pense que le marronnage, est-ce que ça permet de retrouver son humanité? Pour moi, les esclaves ne perdent pas leur humanité, et c'est un des enjeux pour moi du texte de Pascoa. C'est pas une manière de diminuer le poids de la domination esclavagiste. C'est pour ça que la vie de Pascoa est tellement intéressante, parce qu'elle n'a rien décidé de sa vie d'une certaine façon. Elle n'a pas choisi de partir dans un autre endroit. Mais c'est quelqu'un qui est une personne et qui n'est pas déshumanisée. La première des choses, c'est qu'elle est mariée, et ce mariage, au cœur duquel on trouve la question du consentement, hein, le choix de son conjoint,
c'est un signe d'humanité, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, et le marronnage n'est pas la seule forme d'expression de l'humanité des esclaves. Les esclaves, dans un monde, une société esclavagiste, ne se pensent pas comme déshumanisés. Et je pense qu'il faut faire très attention, et c'est là où l'historien a aussi un rôle. Voilà, quand on fait une histoire des esclaves, une histoire à ras du sol, et qu'on s'intéresse aux individus, la question de la déshumanisation, elle ne se pose plus. Hein, par définition, les individus que l'on trace, même s'ils ils n'ont pas fui l'esclavage, même dans le cas de Pascoa, elle va à un moment s'affranchir, mais elle a une relation plutôt bonne avec son maître, même si c'est le maître qui la dénonce. Et c'est justement ça, c'est l'ambivalence, hein, qui est au cœur de l'esclavage, où la relation de domination est aussi une relation de négociation, une relation personnelle. Et de ce point de vue-là aussi, c'est une des raisons pour laquelle je pense que les sources ecclésiastiques sont intéressantes sur l'esclavage, parce que dans les sources ecclésiastiques, il est évident que les esclaves sont des personnes. Hein, on ne distribue pas les sacrements ni aux animaux, ni aux objets. Hein, donc, l'idée que la personne à qui que l'on baptise, que l'on marie, que l'on confesse, à qui on distribue la communion, est une personne est évidente. Ce qui n'empêche pas que que l'Église, soit maître soit propriétaire d'esclaves, et que, par exemple, dans le cas du Brésil, elle pratique même la traite et le commerce de l'esclavage, parce que c'est une source de financement et une main-d'œuvre de travail très importante. Donc, de ce point de vue-là, la question de la déshumanisation, bon, c'est pas forcément une question centrale. Ce qui reste importante, bien sûr, la question de la violence, qui peut être une violence déshumanisante, mais les sociétés dont on parle sont des sociétés, hein, qui pratiquent la violence à plein d'échelons. Hein, c'est pas la violence contre les esclaves et pas l'unique violence. Enfin, voilà, bon, c'est une large question, mais je m'arrête là pour laisser à Cécile le temps de répondre. Merci. Alors peut-être d'abord sur le travail, la formation, l'intégration des mondes atlantiques avec l'expansion coloniale, impériale, le développement de la traite, le développement de sociétés esclavagistes qui ont pour but de produire des denrées à exporter en Europe, conduisent en effet au développement d'un marché international du travail avec des catégories de travailleurs ayant des statuts très divers, les esclaves constituant une des catégories démographiques les plus importantes, puisque 12,5 millions d'esclaves furent déportés d'Afrique aux Amériques entre le début du XVIe et du XIXe siècle. Donc, de ce point de vue-là, oui, l'esclavage joue un rôle, la traite et l'esclavage jouent un rôle dans ces processus de globalisation du travail. Simplement, la notion de travail libre à l'époque n'a pas beaucoup de sens en fait. Le travail est également un travail, la dépendance dans la relation au travail existe aussi en Europe. Et la notion de travail libre ne commence à faire sens qu'à la fin du 19e, en fait, justement, après les abolitions de l'esclavage en Amérique et les transformations du statut des autres travailleurs. Pour ce qui est du marronnage, je dirais que alors, mais juste, je pense, pour ajouter quelque chose au travail, c'est évident qu'en fait, si l'esclavage ne peut pas être réduit à une forme de travail forcé, le travail jouait un rôle essentiel dans la vie des esclaves. L'essentiel du temps des esclaves était dévolu au travail. Et on ne peut pas penser la formation de sociétés coloniales et esclavagistes au Nouveau Monde sans penser cette révolution industrieuse, c'est-à-dire cette mise au travail qui constitue vraiment une caractéristique fondamentale des sociétés coloniales et esclavagistes.
Mais comme l'a dit Charlotte, il y avait toutes sortes de formes de travail et que c'est une des manières justement de distinguer les systèmes esclavagistes en Amérique, c'est de tenir compte de cette variété des formes de travail pour les maîtres, mais aussi pour eux-mêmes, parce qu'il y a aussi du travail des esclaves pour leur propre compte. Pour ce qui est du marronnage, ce que moi j'appellerais plutôt la fuite de manière générale, c'est certainement, aux Amériques comme partout dans le monde, le mode de résistance le plus courant, le plus fréquent, le plus massif, mais il prend des formes extrêmement diverses et variées. Et qui ne peuvent pas se réduire à ce qu'on différencie souvent petit et grand marronnage en Amérique. Et il faut vraiment le lire en fonction des contextes, des environnements, du contexte social, économique, du contexte politique. Parce que marronner, quand on vit dans une petite île comme la Barbade, où on ne peut pas se cacher parce qu'il n'y a pas de montagne, Tréville, en fait, l'ensemble de la petite île est mis en valeur. Et puis marronner à la Jamaïque, où il y a une région centrale montagneuse dans laquelle on peut constituer, au sein de laquelle on peut constituer des communautés de marrons. Ou encore marronner aux États-Unis quand une partie des États du Nord ont aboli l'esclavage et qu'on peut fuir pour essayer d'être libéré. Tout ça montre qu'en fait, la signification, les motivations, et puis sachant qu'on peut partir juste pour aller voir sa femme qui vit sur la plantation voisine, la signification dépend énormément des modalités, du contexte. Et que donc on ne peut pas faire une lecture univoque de ce qu'est la fuite ou le marronnage en général. Et pour abonder aussi dans le sens de Charlotte, ce qui fait vraiment, on assimile très souvent l'esclavage à un processus de déshumanisation, mais en fait, il y a au cœur de l'esclavage une tension fondamentale entre ce processus de déshumanisation qui est bien réel, mais aussi le fait que l'esclavage ne peut fonctionner qu'en reconnaissant l'humanité des esclaves. Si vous voulez faire travailler des gens, il faut que vous compreniez comment ils fonctionnent et donc que vous les reconnaissiez comme êtres humains. Et c'est cette tension permanente, cette espèce de déni d'humanité et reconnaissance de l'humanité qui est un jeu permanent dans l'esclavage et qui rappelle ce que Charlotte mettait en avant autour de violence-négociation en fait. Donc déni de l'humanité, reconnaissance de l'humanité et jeu permanent. Et en fait, en droit, y compris par exemple dans le Code noir, l'esclavage est un bien meuble, mais aussi une personne, puisqu'elle est baptisée, puisqu'on peut la poursuivre en justice. Donc les deux existent conjointement. Voilà, on me redonne la parole. Donc, en fait, j'ai maintenant 2 questions pour Charlotte, puis ensuite il y aura 2 questions pour Cécile, dont une de moi. Il y en aura, j'en vois d'autres qui arrivent en pagaille après. On verra ce qu'on peut faire pour répondre à tous ces gens. La première personne, donc je donne son nom, Louis Vizzo, vous lui avez répondu. Alors, les 2 questions qui suivent portent donc sur Pascoa, de Patrice Dallaire et de Jessica Assar. La question de Patrice Dallaire porte surtout sur le statut de Pascoa comme femme. C'est-à-dire que c'est en tant que femme qu'elle est prise dans cette affaire. Et peut-on penser, dit-il, demande-t-il, que l'attitude des autorités face à sa transgression ait été influencée par le fait qu'elle est une femme et que, d'une certaine façon, on va la poursuivre avec particulièrement de virulence. Voilà, ça c'est la première question. Est-ce que l'enquête de l'Inquisition se déploie plus facilement parce qu'il s'agit d'une femme? Deuxième question, pendant ce procès, est-ce que Pascoa bénéficie d'une aide d'avocats, de conseillers, d'un entourage qui lui permet d'affronter la considérable obstacle que représente l'Inquisition? Donc deux questions pour Charlotte, et puis ensuite, que je lui donne en même temps, puis ensuite on passera à Cécile.
Merci Marie-Jeanne. Donc en fait, je les ai aussi. Donc, Alors, pour la première question, la bigamie est plutôt un crime d'homme. Hein, l'Inquisition poursuit 81% des cas de bigamie dans l'Empire portugais sont des hommes. Donc il y a moins de femmes. Voilà, la bigamie, c'est aussi peut-être lié au fait que les hommes sont plus mobiles à l'échelle de cet empire, et c'est un crime qui compte aux yeux de l'Inquisition. Hein, en termes de crime, c'est le deuxième crime poursuivi par l'Inquisition après les pratiques judaïsantes, hein, qui était l'obsession du tribunal portugais. Voilà, donc en tant que femme, elle n'a pas forcément été particulièrement... et alors c'est très curieux parce que l'Inquisition, elle traite les individus comme des chrétiens. On précise qu'elle est néophyte, hein, donc c'est plutôt un motif d'excuse, parce qu'on pense que peut-être elle n'a pas d'entendement, comme disent un des juges. Hein, en tant que venant d'Angola, elle serait une personne rustre. Et puis, un des inquisiteurs, dans les discussions, répond que non, elle a beaucoup de capacité et d'entendement. Donc, voilà. Et c'est vrai que jamais, dans son procès, elle n'est traitée ni d'esclave, ni on mentionne le fait qu'elle soit noire, mais voilà, le traitement est, j'allais dire, comme pour les autres individus, à la rigueur, moins dur dans le cas de Pascoa, hein, parce que comme on n'a pas retrouvé le registre, il y a toujours un doute. Hein, et donc, j'ai pu comparer avec d'autres femmes poursuivies au même moment. Par exemple, ça m'avait frappé, elle ne reçoit pas de coup de fouet, hein, alors que les esclaves sont quand même liés au coup de fouet. Eh bien, l'Inquisition ne la bat pas, alors que, enfin, dans sa peine, elle n'a pas de coup de fouet, alors que des femmes blanches condamnées pour bigamie, au même moment ou à quelques années près, en reçoivent. Hein. Donc ça m'avait vraiment frappé, bon, comme un élément intéressant. Alors, le deuxième point sur les connaissances des procédures, en fait, Pascoa est l'esclave d'un notaire. Son mari est l'esclave du notaire lui aussi. Ensuite, il est vendu à un juge ecclésiastique. Donc là, on est sans doute dans le milieu d'esclaves à talent, d'esclaves qui connaissent le monde du droit, même si Pedro, le mari baïanais de Pascoa, est sans doute analphabète, hein, parce qu'il va au tribunal, il fait une pétition, mais il ne l'a pas écrite lui-même. Hein, c'est le greffier du tribunal de l'archevêque qui prend note. Donc, je ne suis pas sûre qu'il sache écrire, mais par contre, il connaît bien le droit. Et puis, les autres conseillers, bien, ce sont les confesseurs de Pascoa. Hein. Elle a préparé avec ses confesseurs qui, eux, sont un peu gênés parce qu'eux aussi vont être un peu mis en cause par l'Inquisition, parce qu'on va leur dire mais comment vous lui avez accordé le droit de se marier, vous auriez pu faire un peu une enquête sur ce qui s'était passé en Afrique avant. Donc voilà, on voit très bien que bon, c'est une femme intelligente, elle vit et il y a sûrement à la fois des liens avec ses confesseurs, avec son mari qui connaît bien la question du droit et avec son maître, hein, qui l'a peut-être aussi aidé à préparer ses réponses aux inquisiteurs. En tous les cas, elle fait face de manière intelligente et assez structurée, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour Cécile, je ne sais pas si tu vois les deux questions qui suivent. Il y en a une qui pose la question de dans quelle mesure la situation démographique singulière de la Nouvelle-Orléans, 2 esclaves pour un blanc à la fin de la période, par rapport à la situation antillaise, notamment domingoise, a pu jouer un rôle dans les dynamiques relationnelles que tu évoques et les modes de contrôle qui structurent la vie urbaine. Voilà. Donc, c'est Jonas Musco. Et une autre question
L'idée que l'esclavage est un phénomène social implique-t-elle l'existence d'une structure cachée derrière l'ordre établi dans le rapport entre le maître et les esclaves, et quelle serait cette structure, hein, voilà. Donc deux questions, l'une sur la relation entre la situation démographique de la Nouvelle-Orléans et le mode de contrôle par rapport à Saint-Domingue, et la deuxième question sur la domination esclavagiste en tant que système. Voilà. Alors, premièrement, en fait, il faut vraiment distinguer pour les pourcentages d'esclaves par rapport à la population, les milieux urbains et les milieux de plantation. En fait, la situation de la Nouvelle-Orléans est très proche de la situation des villes caribéennes. En termes à Kingston, à Port-Royal, à Bridgetown, en général, on a des taux similaires, y compris à la veille de la Révolution française, autour de 50%. Parfois, ça peut être plus. Par exemple, dans les îles danoises, on peut aller jusqu'à 73% d'esclaves. Mais en fait, le taux de 50%, c'est un taux assez comparable à ce qui se passe ailleurs. En revanche, la différence, c'est le pourcentage d'esclaves dans la zone de plantation, où là, on a des taux de 75% dans la région de plantation autour de la Nouvelle-Orléans, là où plus tard à Saint-Domingue, on va avoir des taux qui peuvent aller jusqu'à 90% en fait, d'esclaves, et donc un ratio noir-blanc différent. Et surtout, à la Nouvelle-Orléans et en Louisiane, c'est surtout aussi une question de chiffres absolus, c'est-à-dire qu'on a 3 000 habitants dans la ville, 10 000 colons et esclaves dans l'ensemble de la vallée du Mississippi, alors qu'à la veille de la Révolution, on a près de 500 000 individus à Saint-Domingue seulement. Donc, on a des masses démographiques qui n'ont rien à voir. Donc, les pourcentages d'esclaves ont une signification différente dans les deux cas. Mais en fait, d'une certaine façon, les régions de plantation d'un bout à l'autre de l'Amérique sont plus différentes que les villes esclavagistes. Les villes esclavagistes se ressemblent davantage, les villes insérées dans des régions de plantation, comme Charleston, Kingston, la Nouvelle-Orléans, ont des configurations, des morphologies et des dynamiques qui sont très proches les unes des autres. Mais je dirais que ce qui joue quand même dans le cas de la Nouvelle-Orléans, justement, c'est la petite taille de la population. Et ce que j'essaye de montrer justement dans le livre, c'est le fait qu'il y a un moment où le phénomène urbain commence vraiment à jouer un rôle, parce que ce qui fait la ville, c'est la possibilité de devenir anonyme dans la foule urbaine. Et au début, évidemment, la ville est trop petite pour que ça soit possible. Mais dans les années 1760, quand elle atteint environ 3000, les esclaves commencent à pouvoir justement marronner en ville, venir se fondre dans la ville, se cacher en ville, ce qui n'était pas possible auparavant. Et ça, c'est vraiment le signe d'une maturité que n'avait pas la ville auparavant et qui, évidemment, change complètement la dynamique quand les villes prennent une importance encore plus grande. Et cette taille petite de la population a aussi fait que les forces de répression étaient très proches et que le ratio par rapport aux compagnies de soldats permettait justement d'imposer un ordre esclavagiste et à empêcher le développement de révoltes, alors que très souvent, quand l'esclavage se met en place, au moment où on passe de société à esclave à société esclavagiste, on a des révoltes. Ce n'est pas du tout le cas à la Nouvelle-Orléans, donc c'est vraiment atypique de ce point de vue-là. Donc maintenant, on va passer à une question toujours pour Cécile, puis ensuite c'est une question pour les deux. Alors une question, je pense, assez intéressante pour la Nouvelle-Orléans quand même, puisque plus tard, en tout cas, les époques où je suis compétente, c'est un phénomène qui existe. Y a-t-il pour la période coloniale à la Nouvelle-Orléans des miliciens de couleur? Comme on peut les étudier à la même époque dans d'autres villes de taille analogue, dans d'autres espaces coloniaux en Amérique centrale, en Amérique du Sud? Si oui, comment approcher leur rôle dans la construction de catégories raciales, plus largement? Quels sont les groupes socio-professionnels qui permettent tout particulièrement d'examiner la complexité du processus de racialisation?
Et ça, c'est une question de Mélanie Traversier. Donc, pour Cécile, ensuite, on prendra une question pour les deux. D'accord. Merci, Mélanie. Alors, en fait, il y a tout un débat, en fait, parce qu'il y a les sources qu'avaient utilisées les historiens. Enfin, les historiens de la Louisiane coloniale n'étaient pas d'accord sur le moment d'apparition de milices de libres de couleur à la Nouvelle-Orléans. Faisait remonter le phénomène aux années 1730 ou 1740, ou dater le phénomène de la période espagnole. Et donc, en fait, j'ai mené une enquête extrêmement minutieuse en reprenant toutes les archives pour montrer que cette fameuse milice des mulâtres et nègres libres de la Louisiane n'est fondée qu'à la fin du régime français, et qu'elle reflète d'ailleurs le fait que la population de libres de couleur est relativement peu importante jusqu'à à la fin du régime français. Elle est fondée seulement donc, à la fin, pendant la guerre de 7 ans, mais elle suit en fait un processus commencé dans les années 1740 d'installation de populations de libres de couleur autour de forts construits en aval de la ville sur le fleuve Mississippi. Et ce sont ces libres de couleur installés au détour à l'anglais en aval de la ville sur le fleuve, à qui on va demander de former cette compagnie de milices pendant la guerre de 7 ans, et qui apparaît en fait au grand jour uniquement avec l'arrivée des Espagnols, puisque la source la plus importante pour les étudier, c'est le serment que ces miliciens vont prêter au roi d'Espagne, serment d'allégeance au roi d'Espagne, et qui est un document où il y a 34 noms qui apparaissent, avec en partie des noms de famille, d'ailleurs, pas toujours, mais en grande partie. Et j'ai reconstitué, justement, je disais que je n'utilisais pas la méthode de reconstitution des trajectoires individuelles, sauf pour la compagnie des miliciens libres de couleur, où j'ai reconstitué les parcours de ces miliciens qui pouvaient être africains ou créoles, noirs ou mulâtres, qui en général étaient des libres de couleur qui avaient connu une certaine mobilité sociale, mais une minorité seulement possédait de la terre, encore moins possédait des esclaves. On n'est pas du tout dans la situation de Saint-Domingue avec une population libre de couleur, nombreuse, ayant connu, pour certains, une certaine ascension sociale. Là, on est vraiment dans l'émergence, en fait, justement, à travers la création de cette milice, d'une société à trois castes, mais qui ne fait qu'apparaître à ce moment-là. Et pour moi, la lecture que je fais en fait de ces milices libres de couleur, c'est à la fois une institution qui permet une mobilité sociale ascendante, parce qu'elle permet de se différencier des esclaves, que le service du roi, les armes à la main, sachant que les officiers sont choisis parmi les miliciens libres de couleur, ce n'est pas des officiers blancs, et traduit en fait la reconnaissance d'un certain honneur, et le fait même qu'ils signent avec un nom de famille, qui prête serment, qui est quand même quelque chose de signifiant, témoigne de cette élévation sociale, de cette intégration sociale. Et en même temps, ce sont des milices ségrégées, séparées des Blancs, et que la constitution de cette milice et le serment public, l'acceptation de prêter serment en tant que corps constitué de nègres et mulâtres, et une manière de contribuer malgré soi à la racialisation, parce que pour s'élever socialement, on ne peut que s'insérer dans une société en acceptant les valeurs dominantes de cette société. Et c'est toute la dimension paradoxale, c'est du processus de racialisation,
c'est la manière dont l'intégration sociale des libres de couleur y participe malgré eux, en quelque sorte. Alors, je vois que Charlotte veut rajouter quelque chose. Je vais la laisser rajouter quelque chose sans aucun problème, en lui donnant de toute façon la parole en premier sur cette nouvelle question qui pose sur la relation familiale qu'avaient les esclaves. Et si ça, on voit très bien dans le cas de Pascoa que évidemment elle a des relations familiales parce qu'elle a des maris, elle a des enfants, etc. Est-ce que c'est typique de la vie des esclaves brésiliens et est-ce que, ensuite on passera la parole à Cécile, est-ce qu'on voit le même phénomène à la Nouvelle-Orléans? Donc voilà, je repasse la parole d'abord à Charlotte et à Cécile. Oui, je voulais juste comparer un peu, parce que les mondes dont on parle, donc au moment où je raconte l'histoire de Pascoa, donc je voulais donner quelques chiffres. En fait, Salvador de Bahia, au début, à la fin du XVIIe siècle, c'est environ 30 000, une ville de 30 000 habitants, dont la grande majorité est noire. Hein. Donc, certains disent que c'est 80%. Ça, c'est les voyageurs étrangers. Et sans doute, c'est un peu moins, hein, plutôt autour de 70%. Et au moment du travail où travaille Cécile, milieu XVIIIe siècle, la grande ville de l'Amérique portugaise, la grande ville noire de l'Amérique portugaise, ça devient Rio, qui passe à 50 000 habitants au milieu du XVIIIe siècle. Et là aussi, avec une large prédominance de populations noires et africaines qui sont venues massivement à cause du travail des mines. Voilà, donc c'est aussi pour donner des chiffres de comparaison, quoi. C'est assez frappant, avec, dans le cas de Rio, des arrivées de 10 000 esclaves par an, hein, qui ne restent pas tous à Rio, bien sûr, qui partent, hein, dans les zones de travail. Mais bon, voilà, on est dans des chiffres absolument énormes. Effectivement, plus comparable effectivement en termes de traite à partir de 1763 avec Saint-Domingue. Mais je voulais juste pour qu'on puisse aussi, et puis aussi évoquer l'affranchissement qui est massif dans le cas de l'Amérique portugaise. L'affranchissement qui intervient, pas pour tous les esclaves, mais assez fréquemment au bout d'une vingtaine d'années, hein, de travail, alors quelquefois plus vite, hein, Pascoa a été affranchi plus vite, et l'affranchissement étant lui-même une opération financière très importante pour les maîtres, qui permet aux maîtres de racheter de nouveaux esclaves, et l'affranchissement qui est massif. Hein. Donc, dans le cas du Brésil, c'est à la fois comme ça, enfin, ça ressemble à Saint-Domingue en termes d'arrivée massive d'esclaves, mais ce qui est différent, c'est le taux d'affranchissement beaucoup plus important et une traite très abondante, hein, qui deviendra même encore plus abondante au XIXe siècle. Donc, c'est vrai, je pense que c'est très important de le dire, c'est que c'est étudier des sociétés esclavagistes, c'est d'abord, avant tout, d'étudier la traite, les affranchissements, c'est ces mécanismes, hein, généraux qui font que l'esclavage a des significations différentes en fonction de ces mouvements très importants que sont la traite, l'affranchissement. Voilà, c'était un premier point. Alors, oui, la question de la famille esclave est une question centrale dans l'historiographie qui a pas mal évolué. Hein. De l'idée d'esclave sans famille, on est venu à l'idée d'une famille esclave qui justement se construit dans les interstices de la domination. Les familles sont importantes et en même temps, les enfants n'appartiennent pas. Enfin, les enfants appartiennent au maître de la mère, hein, quand la mère est esclave, hein, et donc peuvent être séparés de leur mère. Alors en général,
pas avant 7 ans, mais il y a, c'est pas toujours le cas, voilà. Donc, dans le cas de Pascoal, elle a eu 4 enfants, 2 qui sont morts en Angola assez vite. Hein, bon, c'est des mondes où la mortalité infantile et juvénile est très forte, évidemment. Et les 2 enfants de Baya ne sont pas morts. Elle en parle peu. Et dans les procès, j'ai étudié donc toute une série de procès judiciaires sur les questions de mariage, on parle très peu des enfants dans les textes. Alors, pour moi, ce n'est pas du tout un signe qu'ils ne sont pas importants. C'est, je pense, lié aussi à cette incertitude autour du lien que les parents peuvent avoir avec leurs enfants. C'est-à-dire que si l'enfant appartient au maître, il peut quitter, quitter ses parents tôt. Voilà. Donc, il y a des formes sans doute de discrétion ou de... voilà, de toute façon, la relation à l'enfant hein, est à historiciser, bien sûr, hein, dans ces sociétés d'Ancien Régime. Mais voilà, et ça, c'est un des rares éléments d'imagination que je laisse dans le livre, puisque je veux pas, j'ai cherché à ne rien imaginer et à tout prendre dans les documents. Lorsque Pascoa décide de revenir au Brésil à la fin de son procès, enfin demande à revenir au Brésil, j'ai imaginé que c'était en partie pour retrouver ses enfants, mais bon, c'est pas forcément vrai non plus. Voilà. Donc on va passer la parole à Cécile pour parler des familles esclaves dans la ville de la Nouvelle-Orléans. Alors, dans le cas de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane, en fait, comme qui est vraiment en effet une société esclavagiste atypique, puisque c'est une toute petite ville, et puis c'est une société esclavagiste qui voit la traite en provenance d'Afrique s'arrêter très tôt, puisque la traite a lieu entre 1719 et 1731, et qu'ensuite, il y a quelques bateaux, mais c'est surtout en fait des esclaves qui sont amenés des Antilles, qui parviennent à la Nouvelle-Orléans et qui contribuent à l'essor de la population d'esclaves. Et en raison de ce contexte démographique particulier, les colons louisianais, les habitants de la ville et puis surtout des plantations alentours vont favoriser le mariage de leurs esclaves. Et on voit justement donc se multiplier les mariages d'esclaves, mais qui sont toujours contrôlés puisqu'on ne permet ces mariages que lorsque les conjoints appartiennent au même maître. Mais cette politique matrimoniale contribue à ce que la population esclavagiste continue à augmenter, connaît un taux d'accroissement naturel positif et se retrouve ainsi dans une situation qui la rapproche de la situation des colonies du sud de l'Amérique du Nord anglaise, de l'Amérique continentale anglaise, qui dans la seconde moitié du XVIIIe siècle connaissent aussi un accroissement naturel positif, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres sociétés esclavagistes, que ce soit au Brésil ou dans la Caraïbe à la même époque. Donc ça, c'est exceptionnel et c'est... voilà, donc mais c'est un cas très particulier et le fait même que ça prenne la forme en plus du mariage, ça se différencie aussi de ce qui se passe dans la Caraïbe française à la même époque. Merci. Donc, maintenant, je vais reprendre la suite des questions. Je rappelle à tout le monde qu'on est à 10 minutes de la fin, donc je n'ai pas envie qu'on soit coupé non plus complètement au milieu d'une phrase. Donc, on va essayer de terminer à temps. Alors, peut-être revenir sur la question de Guillermo Vargas sur la structure cachée. Hein, alors en fait, ce qu'il veut dire, il le précise maintenant, c'est en fait, il fait référence au concept de Marcel Mauss. Hein, il voulait savoir comment la notion de Marcel Mauss de phénomène social total contribuait à penser la question de l'esclavage et donc dans le cas du travail de Cécile, qui a voulu faire un travail
une étude totale. Alors, merci pour cette précision. Je comprends mieux, du coup, la question. C'est simplement le fait que l'esclavage, ça va concerner les relations familiales, le travail, la religion, la sociabilité, la manière de se déplacer dans l'espace public. Enfin, il n'y a pas une dimension de la vie qui n'est pas touchée, qui n'est pas touchée par le statut d'esclave et les rapports de race. En fait, il y a toutes les dimensions de l'existence sont influencées par l'existence de cet esclavage racial à la Nouvelle-Orléans. C'est pour ça que je dis que c'est un phénomène social total. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune institution sociale, ou que ce soit la famille, la justice, et de relations sociales qui ne soient pas prises dans ce système de rapports qui mettent la barrière entre libre et esclave et la barrière entre blanc et noir au centre des dynamiques sociales. Merci Cécile. Donc, une question pour Charlotte qui pose plutôt sur le rapport passé-présent qui vient de Luis Miguel. Quels sont aujourd'hui les usages publics les plus controversés de cette histoire des esclavages au Brésil? C'est en fait une question pour vous deux. Donc, on va commencer par Charlotte. Est-ce que la question de l'esclavage dans l'espace public, dans le débat public aujourd'hui, a des aspects controversés? Alors, pour Cécile et la Nouvelle-Orléans, là, c'est plus simple. Enfin, en tout cas... Voilà. Mais en tout cas, démarrons par Charlotte, parce que peut-être qu'on a moins médiatisé ces débats sur l'esclavage au Brésil en France. Oui, bien sûr, il y a une dimension d'histoire publique très, très importante. Le mouvement noir aux États-Unis, enfin au Brésil, s'est développé dans les années 70. Il est très important au Brésil. Hein. Le jour de la fierté noire est un jour donc férié au Brésil et qui est lié à la fin de Palmarès, donc à la fin de ce refuge et à la mort de Zumbi. Donc l'histoire brésilienne est façonnée par cette histoire de l'esclavage. Et puis bien sûr les questions de discrimination raciale, de racisme. Alors pendant longtemps, le Brésil s'est appuyé sur l'idée d'une idéologie raciale, de la fusion des trois races, qui a été rejetée justement par le mouvement noir. Donc l'historiographie au Brésil est bien sûr liée, de l'esclavage, est bien sûr liée à tous ces débats. Alors, je pense que une des formules qui est utilisée par les historiens, c'est de dire le racisme a une histoire. Je pense que c'est intéressant de replacer la question de l'esclavage dans l'histoire du racisme, qui n'est pas forcément la même. Il faut distinguer. Mais aujourd'hui, il faut distinguer la question du racisme, la question de l'esclavage. Mais aujourd'hui, bien sûr, les historiens sont interpellés sur ces questions. Hein, j'allais dire, les débats des États-Unis sont aussi présents au Brésil. Hein, il y a, à partir des années 2000, à la fois la question des quotas dans les universités brésiliennes qui était très importante. Hein, et puis aussi dans l'histoire publique, l'idée de rendre l'histoire des Indiens et l'histoire des Africains du Brésil obligatoire
disons, de l'enseignement secondaire, enfin de l'enseignement primaire, j'allais dire plutôt, jusqu'à l'enseignement universitaire avec la création de chaires d'histoire africaine. Voilà. Donc oui, l'histoire de l'esclavage a une dimension d'histoire publique au Brésil, bien sûr, très, très importante. Je dirais juste quelques mots parce que c'est quand même un des phénomènes plus connus pour les États-Unis, mais c'est sûr, mais il y a, à l'heure actuelle, en ce moment, il y a, pour de multiples raisons qui se télescopent, il y a évidemment les meurtres par la police d'Africains-Américains à répétition qui ont déclenché et relancé le mouvement depuis 2013 et puis là, depuis cet été, le mouvement Black Lives Matter. Et ce mouvement est toujours relié à une histoire longue de l'esclavage, mais aussi de la ségrégation après l'abolition de l'esclavage. Et puis, mais il y a aussi, dans la crise du Covid, le fait que les Africains-Américains font partie des populations qui ont les taux de mortalité les plus importantes. Donc, la question de la gestion de l'épidémie, où on fait le lien, parce qu'entre Covid-19 et 1619, l'arrivée des premiers esclaves en Virginie, et il y a un pasteur qui dénonçait en fait justement cette surmortalité des Africains-Américains, sachant qu'on venait de, enfin il n'y a pas très longtemps qu'on a commémoré justement 1619, et donc on voit bien que cette histoire de l'esclavage donne lieu à des usages constants pour dénoncer la poursuite des discriminations et des violences à l'encontre des Africains-Américains aux États-Unis. Mais que c'est un débat extrêmement compliqué et à l'heure actuelle, il devient ce n'est pas facile de travailler sur ces questions d'esclavage et de race aux États-Unis parce que c'est un débat extrêmement tendu, y compris dans le milieu universitaire. Et sans parler de la question des statuts, des statuts confédérés, une des formes qu'a pris le mouvement et qui s'est étendue dans le monde, c'est évidemment cette question des statuts. Et je dirais qu'en comparaison de ce qui s'est passé dans d'autres endroits, à la Nouvelle-Orléans, ça s'est relativement bien passé parce que ça a donné lieu à des négociations et à un maire blanc qui a été convaincu qu'il fallait enlever ces statuts. Et qui a écrit un très beau livre pour l'expliquer. Exactement, tout à fait. Donc, lisez le livre. Oui, lisez le livre de Mitch Landrieux. Voilà. Un très joli nom cajun. Un très joli livre qui est une autobiographie en plus, qui racontait très simplement, apprend beaucoup de choses. Et je pense que c'est là-dessus que je vais vous remercier énormément. Je vous enverrai un petit mot pour vous remercier. J'ai vraiment adoré la séance. Alors, évidemment, ce séminaire continue. Il va se retrouver le 12 janvier 2021 sur une thématique très différente. Hydrocarbures non conventionnels dans les Amériques, une nouvelle donne énergétique face à la crise globale. Donc, vous voyez que le séminaire se suit mais ne se ressemble pas. En tout cas, je souhaite à la séance suivante d'être aussi passionnante. Merci à toutes les personnes qui sont connectées, à ceux qui ont organisé et à nos deux collègues et bien sûr à Hélène qui coordonne, Hélène Arter qui coordonne. Je pense qu'il y aura sans doute à l'avenir d'autres occasions de parler de ces livres sur l'esclavage. Comme vous nous l'avez expliqué, nous n'en sommes pas à l'apogée, il reste beaucoup à faire. Et c'est vraiment un sujet sur lequel on peut travailler entre Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Et vraiment, c'est un sujet de fort potentiel pour des débats transaméricains. Voilà, donc on est à 18h59. Je pense que nous allons être coupés incessamment sous peu, donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Et à tous. Bonne soirée. Voilà.